Salut les amours, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je fais cette vidéo pour introduire rapidement l'interview que vous allez voir juste après et que j'ai réalisée avec Jérémy Coleman au sujet de la communication magnétique. Cette interview, en fait, je l'ai réalisée dans le cadre de la masterclass Coach alignée et abondante qui aura lieu en live entre le 15 et le 17 novembre. C'est un événement gratuit, donc si tu es coach, thérapeute dans l'accompagnement de l'humain, tu as vraiment envie de participer à cette masterclass qui va être super puissante, je te mets le lien dans la description, il suffit de t'inscrire. Et moi je te laisse avec l'interview et comment rendre ta communication écrite, donc on va principalement parler de communication écrite, comment tu peux la rendre magnétique pour que les gens qui te lisent vivent des transformations et viennent travailler avec toi. On est ensemble pour parler de communication magnétique, principalement communication écrite. Je ne l'avais pas précisé, mais a priori plutôt communication écrite, qui est ton cœur de métier, si je ne me trompe pas. Ouais. Pourquoi c'était important pour moi de faire cette vidéo avec toi? C'est parce qu'on a travaillé ensemble en 2019 maintenant. Je crois que j'ai eu de la chance d'avoir des conditions assez extraordinaires où tu pouvais lire mes emails et me répondre à chaque email. Je dis pas que tu fais ça encore pour tout le monde. Ça m'arrive sur les clients one-one où là, je vais vraiment encore relire et corriger des trucs, etc. Maintenant, oui, sur les accompagnements de groupe, c'est plus compliqué aujourd'hui. Voilà. Donc, je mesure la chance que j'ai eue d'avoir eu cette précision, en fait, dans l'accompagnement. Et en même temps, je sais que tu peux faire sans avoir besoin d'aller forcément dans chaque email. Ouais, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Après, au début, tu es obligé de donner beaucoup de toi pour transmettre ta compétence. Et avec le temps, tu sais quels sont les 20% de choses que tu fais ou que tu dis qui amènent les 80% de résultats, de changements, de déclic au client. Donc, en fait, si tu veux, un changement qui me prenait 10 heures par semaine à l'époque, aujourd'hui, il va me prendre 30 minutes, mais parce que j'ai le nombre de clients aussi, je sais mieux transmettre qu'avant. Ouais. Ça, je pense que c'est aussi quand même... Alors, on pourra en reparler, sinon je vais tout mélanger, mais je pense que c'est quand même une de tes forces d'avoir gardé cette... comment dire, tu as gardé ton cœur de métier et c'est rigolo parce que je t'ai vu partager j'ai fait des choses et je reviens et je fais d'autres choses et d'extérieur, c'est comme si on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui ont bougé. Moi, je trouve que l'essence de ce que tu fais, elle n'a pas bougé en fait depuis des années. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Parce que moi aussi, sur mon chemin entrepreneurial, sur mon chemin personnel, sur les rencontres de ma vie professionnelle, personnelle, etc., il y a des changements, ça bouge. Et si tu veux, il y a des moments où je me suis écarté de mon chemin, puis j'y suis revenu. Il y a des moments où je me suis perdu sur le chemin, puis j'y suis revenu. Il y a des moments où il y a des gens qui ont essayé de me tirer de mon chemin et je me suis plus ou moins laissé faire, et puis j'y suis revenu. Puis si tu veux, moi, le cœur de ce que j'aime profondément, c'est écrire, c'est partager, c'est transmettre, c'est faire bouger des idées, c'est faire avoir des déclics. Et tant que je suis là-dedans, je suis dans la zone de génie, je suis là où je m'amuse. Tu peux me lâcher sur des pages de vente, des stratégies, des emails, des posts, des vidéos, etc. Donc, je peux écrire des trucs et faire mon savant fou, mettre les phrases dans un sens puis dans l'autre, etc. Je suis heureux. Maintenant, juste la vie personnelle et entrepreneuriale fait que la façon dont je l'ai fait a bougé très souvent. Et les valeurs avec lesquelles je l'ai fait ont bougé parfois aussi, des fois en bien, des fois en moins bien. Et qu'à un moment, il faut à chaque fois revenir en soi pour se dire ok, attends, stop, là je suis plus en train de m'éclater, à quel moment je m'amusais le plus, à quel moment mes clients étaient le plus contents, à quel moment ils avaient le plus de résultats, qu'est-ce que je faisais, et réaligner, si tu veux, c'est comme si ma vie professionnelle c'était un peu un bateau et il faut redresser la barre de temps en temps, quoi. Voilà. Donc en tout cas, je vais revenir sur pourquoi c'était important pour moi de faire cette interview avec toi, c'est que voilà, c'est quelque chose qu'on me dit assez souvent quand même au niveau de ma communication, qu'elle est magnétique, que enfin, moi j'ai des gens sûrement comme toi qui sont abonnés à ma newsletter depuis quasiment le tout début, qui les lisent quasiment toutes. Même moi, je ne sais pas comment ils font, tellement j'en écris pour tout lire. Et si je reprends toute l'histoire de comment j'en suis arrivée à écrire aujourd'hui une newsletter qui a cet impact et qui est moi, mon principal canal de vente, en 2019, il y a le moment où on a travaillé ensemble et je me souviens vraiment de choses très précises que tu as pu me dire ou que tu as pu corriger. Et des fois, c'est ce que tu dis, c'est
une phrase avant une autre, c'est un mot près, c'est juste une manière différente de voir les choses qui font une différence énorme en fait sur l'impact qu'on peut avoir avec les mots. Donc déjà, je voulais te dire merci pour ça parce que du coup, moi aujourd'hui, voilà, la communication que j'ai, tu fais partie de mon chemin là-dessus et je pense même sur tout le chemin que j'ai fait sur la communication, je pense que c'est avec toi que j'ai eu le plus de déclics et de changements dans ma manière de communiquer. Donc voilà, je Merci. suis contente de faire cette interview avec toi. Et je regarde juste mes notes avant de continuer. Pas de souci. Voilà. Et l'idée ensemble, c'était de vraiment aller sur les stratégies intérieures et extérieures. Je pense que ça nous tient à cœur tous les deux de dire qu'il n'y a pas non plus que de la stratégie extérieure, c'est-à-dire il n'y a pas que des outils techniques à appliquer. Et en même temps, il n'y a pas que de la stratégie intérieure parce que si tu n'as pas non plus accès à certaines, je pense, outils et techniques, on peut arriver à une espèce de plafond, je dirais, ou de quelque chose où on n'aura pas l'impact qu'on veut avoir dans notre communication. Mhm. Je Donc, je pense voulais que, voir, voilà. je pense que la première compréhension à avoir, c'est que si tu as que le marketing, la technique, les outils, le copywriting, etc., mais que tu n'as rien qui vient de l'intérieur, ça sonne faux, ça sonne robotique. Ça se voit, ça se sent. Tu as des gens qui sont au niveau de conscience zéro, qui vont pas s'en rendre compte et qui vont peut-être signer avec toi, mais globalement, si tu veux avoir un business un peu conscient et aider des gens un peu évolués, qui se posent des questions et qui recherchent vraiment une aide, un soutien et pas un quick win, tu vois, qui ne cherchent pas un hack, etc., tu es obligé d'aller un peu plus loin. À côté de ça, tu peux avoir toutes les plus belles intentions du monde, toutes les plus belles valeurs, toute la plus belle énergie, tout ce que tu veux. Si à un moment, tu ne comprends pas comment on structure un discours pour vendre, pour persuader, convaincre, influencer, ce que tu veux, on s'en fout, ton message ne touchera pas la personne en face de toi. Pour une raison super simple, notre cerveau est mal foutu pour comprendre les messages d'autrui. Notre cerveau, il est à peu près aussi fonctionnel qu'à l'époque préhistorique. Et donc, en fait, nous, quand on écrit en utilisant notre capacité de raisonnement logique, raisonnement émotionnel, mais de raisonnement essentiellement. Donc, le néocortex, la partie la plus récente de notre cerveau, c'est vraiment quelques milliers d'années, pas plus. Il faut savoir qu'avant ça, il y a le cerveau limbique, donc qui est responsable de toute la partie émotionnelle. C'est quand même celui-là qui décide de beaucoup de choses, et celui d'après, en fait, il vient juste post-rationaliser pour se donner une excuse une fois que tes émotions ont décidé. Mais avant ça, il faut que tu arrives à passer la barrière du cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est essentiellement combat-fuite. Et dans ce qui nous occupe, nous, là, maintenant, dans la communication, de comment être magnétique, de comment passer son message, le rôle du cerveau reptilien, c'est de dire première ligne, ok, j'ai compris, je zappe. Première ligne, ok, ça me saoule, je zappe. Première ligne, ok, je vois où il veut en venir, je zappe. Et si tu n'arrives pas à passer cette barrière-là, de rendre intéressant aux yeux du cerveau reptilien, parce que le cerveau reptilien va dire oula, attends, là, je ne comprends pas ce que je dois faire, il faut que je passe à l'étape, il faut que je passe au cerveau d'après. En utilisant justement les émotions avant même d'utiliser le raisonnement logique, en fait, ton message, il passe juste pas. Ouais, c'est super intéressant du coup de le comprendre avec vraiment une logique et une compréhension humaine en fait. Du coup, si on résume une com magnétique, bon, pour beaucoup de personnes qui nous regardent et qui vont être coach, c'est une com qui va créer de la vente a priori. Oui, bien sûr. Mais avant ça, justement, c'est comprendre qu'est-ce qui a besoin d'être dans cette communication pour qu'elle puisse créer des ventes. Oui, exactement. C'est comprendre que, et là on va parler de copywriting, en copywriting, donc en écriture de vente et de persuasion, chaque ligne est seulement là pour vendre la lecture de la ligne suivante et de dérouler comme ça au fur et à mesure. Et donc, il faut comprendre que ton titre et tes premières lignes sont là juste pour passer le cerveau reptilien. Donc, il faut que ça choque, qu'il y ait de la curiosité, qu'il y ait de l'intérêt, qu'il y ait un bénéfice. Ça doit être super fort. La personne, elle doit se dire, OK, je ne peux pas ignorer ce titre. D'ailleurs, ça m'arrive encore régulièrement d'ouvrir certains de tes emails parce que tu le fais très bien et que je les vois passer, je ne les lis pas tous, mais des fois, je suis alerté par un titre, je me dis, quoi? Attends, c'est quoi ça? Et ça veut dire que tu as réussi à passer mon cerveau reptilien. Il n'a pas pu ignorer le message. Une fois qu'on a fait ça, derrière, c'est amener la personne qui nous lit à un endroit émotionnel. Tu peux l'emmener à la cave dans la peur, dans la douleur, tu peux l'emmener dans l'excitation, dans la joie, tu peux l'emmener où tu veux, mais il faut créer des émotions. Une fois que tu l'as amené dans cet état émotionnel, il faut lui permettre de post-rationaliser ce qu'elle est en train de ressentir et dire, OK, là tu te sens comme ça parce que ça, et on va faire ça, ça et ça, voici comment le faire. Et si ton message il est fait dans le sens inverse, comme beaucoup, parce que notre cerveau il réfléchit à l'inverse de ce que l'autre reçoit, en fait ton message il passe pas.
Et donc, moi, du coup, ce que j'entends, c'est que il y a trois grandes parties, on va dire, dans ce que tu dis. Donc, c'est passer les trois cerveaux. Ouais. La partie du titre qui attire la curiosité et qui va permettre de donner envie, on va dire, de lire. Ça, j'ai l'impression qu'on peut le faire quand je dis en réfléchissant, on va Ouais. brainstormer. Nous, on peut le faire au niveau du mental. Ouais, complètement. La partie post-rationalisation aussi, si je comprends bien. Oui, parce que c'est essentiellement du raisonnement. Ouais. C'est OK, la personne, elle veut aller à tel endroit, qu'est-ce que je dois lui dire pour que ça paraisse logique que je peux l'y amener ou que mon raisonnement tient la route? Et il y Et là a où, ouais, tout là ce qui est au dont je veux milieu. en venir, c'est ce qui est au milieu. Et ça, c'est, Voilà. Et là, il faut. ouais, ouais. L'idée, c'est que tu te connectes à ce qu'il y a en toi, à ce que tu ressens, à ce que tu veux donner, à qui tu veux le donner, pourquoi tu veux lui donner, à quel point c'est important, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie. Toi-même, il faut te mettre dans une place d'émotion et d'énergie, de ressentir quelque chose et de vibrer quelque chose. Et tu te dis, OK, c'est comme si je voulais lui transmettre sans lui parler énergétiquement. Il faut que mes mots soient simples. Il ne faut pas que j'essaie de faire de grands raisonnements complexes. Juste, cette personne-là, elle ressent ça. Moi, je ressens ça. Comment on fait pour faire connecter les deux? Mm. Et là, je trouve que en tant que coach, parce que tu t'adresses principalement ou que à des coachs d'ailleurs, Ouais, je trouve qu'en tant que coach, normalement, c'est là où on devrait avoir une facilité, de vrai. puisque en fin de compte, c'est notre métier. Mhm. C'est notre métier d'aller voir ce qu'on a à l'intérieur. Pour moi, la manière dont je vois le métier du coach, c'est je transforme d'abord moi des choses à l'intérieur pour pouvoir les transmettre et pouvoir aider mes Mhm. clientes à transformer au même niveau parce que du coup, je vais spoiler mon email de demain, mais de toute façon, cette vidéo ne sera pas sortie aujourd'hui. En fait, on peut amener nos clients au niveau de transformation qu'on a vécu. Et moi, pour moi, c'est très important de faire la différence entre le niveau de transformation qu'on vit et ce qu'on a à l'extérieur et le matériel, qui est deux choses différentes. Complètement. Mais parce on travaille nos transformations, on devrait, et c'est là, je pense, où ça va être intéressant que tu me donnes ton avis, c'est on devrait être capable d'avoir euh, cette facilité à décrire ce qu'on vit comme Mhm. transformation émotionnelle. Qu'est-ce Le qui bloque, problème, du coup? l'intention. Mm. Quand le coach il est en train de coacher, il est en train de transmettre, il est dans l'intention du don, du partage et du déblocage. Quand il se retrouve face à son email, il se dit OK, comment je fais pour vendre? L'intention change. Il Ouais. oublie complètement tout ce qu'il sait faire en coaching. Et attends, faut que vous vende, faut prendre rendez-vous là, l'appel, la page de vente, le lien, cliquer. Et ça, ils savent pas faire parce que ça, c'est un métier de web marketeur ou de marketeur. C'est complètement un métier différent. Mm. Et donc en fait, ils se retrouvent dans la page de vente, il faut vendre. Ouais. Non, il faut pas, il faut toucher un humain. Il faut pas vendre, laisse-le l'humain. Il veut pas encore acheter là, pour l'instant, il sait pas quitter. Ok. C'est ça le problème en fait, c'est que si tu arrives à te reconnecter à ce que tu fais en coaching et à le transposer dans un email, même si ça demande un peu de mécanique parce que ben, comment tu coaches en vrai, au téléphone, en visio, c'est pas la même chose que quand tu coaches à l'écrit. Mm. De la même façon que moi, je coach très 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 bien à l'écrit, mais je suis moins bon que certains coachs de mon équipe en visio, par exemple, hein, parce que Mm. c'est pas mon don naturel. Il faut réussir à transposer ça. Il faut s'imaginer que tu es en train de débloquer la personne, de lui faire un déclic. Parce que finalement, la vente, le marketing, c'est ça, hein, c'est faire émerger de la conscience chez l'autre. Mm. De la conscience de la douleur, de la conscience de la possibilité de la solution, la conscience du coût d'opportunité, du coût de non-résolution. Euh, et moi, pendant longtemps aussi, j'étais dans ce truc de oui, mais je veux pas utiliser des émotions pour manipuler les gens et tout. J'en ai marre de voir ça sur le marché, là, leurs appels de vente tout pourris et tout. Et je suis en train de me raviser parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que certes, je ne veux pas faire de vente sous pression, de vente émotionnelle, tout ça, je suis contre, juste personnellement. Mhm. Mais par contre, je passe à côté de la prise de conscience que je pourrais faire avoir à mon audience pour qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils trouvent une solution. Avec moi ou pas, je m'en fous ensuite. Mm. Mais mon job, c'est qu'ils repartent en ayant conscience du problème qu'ils ont et qu'ils prennent leur responsabilité sur le fait de le résoudre. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que du coup, on travaille avec des coachs qui ont quand même un niveau de conscience Ouais. élevé et en même temps qui ont des fois comme tu dis, cette résistance à aller toucher l'émotionnel. Mais en même temps, mais en fait,
on n'est pas en train de faire quelque chose d'émotionnel, on est en train d'amener de la conscience. Ça fait totalement partie de leur mission, en Complètement. fin de compte. Le hic, du moins c'est ce que moi j'ai expérimenté, hein, Ouais. et que certains de mes clients expérimentent, mais c'est peut-être pas forcément le cas des tiens, c'est que quand tu sais qu'en face de toi, tu as des personnes en difficulté, que tu as déjà un ascendant sur eux, et que tu es capable d'utiliser des techniques de discours pour convaincre, persuader, etc. C'est pas de là à dire qu'on se sent supérieur au point de dire qu'on peut manipuler les autres, mais tu peux forcément jouer sur Non. l'émotionnel, sur les peurs, sur plein de choses pour faire bouger les gens dans une direction qui t'arrange toi. Et c'est de trouver le juste milieu et la boussole morale entre ce qui est OK, ce qui est pas OK pour toi en tant que tes valeurs d'humain. Juste ensuite, chacun fait ce qu'il veut à son niveau, hein, je suis même pas là pour condamner les autres. C'est difficile en tant que coach de trouver où est ton juste milieu à toi sur ce que tu es prêt à faire pour faire bouger la personne dans son intérêt. Mais dans la vraie vie, c'est pareil dans un coaching, en fait. Parce que c'est pas Ouais. parce que la personne, elle a signé avec nous que on va pas devoir se reposer ces questions-là et refaire attention à ça sur la totalité du coaching. Au contraire, ça fait partie du coaching. Et l'une des choses qui, moi, me semble les plus importantes pour un coach, qui est d'être capable de mettre son client face à l'intensité de ce qu'il est en train de vivre, que ce soit négatif ou positif, ça fait partie des choses qu'on a besoin de faire pour la transformation. Oui. Et ça, même quand on nous a payé pour le faire, les gens, ils veulent l'éviter, hein. C'est dur de faire face à l'intensité des choses. Ouais, moi, je me suis déjà fait engueuler en plein coaching devant 4 personnes avec une cliente qui n'était pas contente de la direction à laquelle je l'amenais, hein. Ouais. Mais donc, moi, je trouve que déjà, pour les personnes qui nous regardent, juste de se rendre compte que le faire dans sa communication écrite, c'est en fait faire la même chose que ce que vous faites quand vous coachez, et vous rendez déjà service, en fait, en faisant ça. Mais comme tu le disais très justement, et moi, ça fait aussi partie des choses qui sont importantes chez mes clientes, c'est cette intention. C'est comme si le cerveau, il revenait sur « je dois vendre » au moment où j'écris. C'est ça, en fait. C'est une fois qu'on a le client en coaching, on est à peu prêt à tout pour le faire réaliser ce qu'il a à réaliser. Mais vu qu'avant, on est au stade où on doit lui demander de l'argent, même si le but c'est de faire exactement la même chose, hein, qu'on ferait déjà en coaching et que c'est pour le bien de la personne de ouf, si tu veux, il y a un petit truc au niveau de la boussole morale intérieure qui dit non mais attends, là, est-ce que je le fais vraiment pour lui ou est-ce que je le fais un peu aussi pour mon compte en banque? Et c'est là que ça coince. Ouais. C'est là que ça vient coincer parce qu'il y a un problème de légitimité, il y a un problème de responsabilité, de manipulation, de plein de choses comme ça qui vient se mettre en place. Et c'est pour ça que il y a autant de coachs d'ailleurs qui sont de merveilleux coachs et qui ont un business qui ne fonctionne pas et qui sont juste nuls en business. Et moi, j'en vois plein. Et d'ailleurs, j'en ai recruté certains qui, juste en tant qu'entrepreneur, n'étaient pas bons, mais qui sont, mais genre, 25 fois meilleurs coachs que moi, avec nos clients. Et genre, ça me surprend tous les jours, hein. Et comment une personne aussi douée que ça fait pour ne pas réussir à vendre? Ouais. Mais parce que en fait, c'est la même chose appliquée à des endroits différents. Il faut court-circuiter ton cerveau, en fait. Faut te remettre dans tes émotions et dans le cœur et dans le sacré, dans tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et il faut court-circuiter le cerveau parce que le cerveau, il va dire ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Ben si, en fait. Si ton cerveau, tu arrives à le court-circuiter 5 minutes et de dire je suis pas là pour vendre, je suis là pour coacher, là, ça va mieux. Mais c'est une question d'habitude, c'est une question de travail, ça. C'est pas évident. Oui, ça c'est sûr. Et après, moi je me dis aussi, enfin, je suis pas Dieu non plus, hein, quand j'écris une newsletter, même enfin, un email qui a une intention aussi de vente à un moment donné, je suis pas 100%, je suis pas 100% responsable de si la personne achète ou pas derrière. Bien sûr. Moi, j'ai Donc, trouvé une petite parade perso avec ça. C'est pour me dire, OK, rien à foutre, je suis dans la vente, je suis là pour vendre. Mais en fait, derrière, je cible très précisément qui est le bon client pour mon produit ou pas. Donc, tous les autres, je les refuse. Et surtout, et là, moi, c'est mon gros focus des derniers mois, j'essaie de faire vraiment, tu sais, genre, le meilleur produit possible, mais genre, j'essaie vraiment de retourner le crâne. OK, le marché, à tout le monde a admis qu'un bon produit, c'était ça. Moi, ça me convient plus, on va dire que ça, c'est de la merde, je veux faire 20 fois mieux. Comment je fais? Et quand on arrive à ce niveau d'engagement, moi, j'ai rajouté des garanties, j'ai rajouté des coachs, etc., des trucs pas possibles. Derrière, en fait, le fait d'être là que pour vendre, t'en as plus rien à foutre parce que ta boussole morale, elle est OK, parce que derrière, tu fais vraiment quelque chose de bien, mais genre même au-delà du raisonnable. ouais. C'est vraiment intéressant de parler de ça, justement, de qu'est-ce qu'on livre derrière, parce que des fois, à force de se focaliser sur je dois vendre, on oublie ce qu'il y a derrière.
Moi, je me rends compte que en tout cas, ma manière de faire, c'est que j'ai d'abord besoin de me connecter à l'énergie de ce que je vais vendre, du produit, que ça soit une formation, un coaching. C'est vraiment la vibration de ce que je vends qui ensuite va me donner le fuel pour pouvoir Mhm. vendre et pas le contraire. Complètement. Le problème, c'est que sur le marché, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont de très bons marketeurs et de très mauvais coachs, accompagnants, consultants, ce que tu veux. Mm. Et que surtout, aujourd'hui, la sophistication de notre marché de l'univers du coaching, elle est telle que si tu es très, très, très bon en marketing, tu peux vendre un produit moyen. Alors Ouais. derrière, tu auras des résultats de merde avec tes clients, c'est pas le sujet, mais tu peux vendre un produit moyen. Et c'est en train tout doucement de changer. Mm. On est en train de vivre une crise de confiance dans le coaching et ça va changer. On va rentrer dans l'ère du bon produit, du bon accompagnement, dans l'ère des garanties. Toute l'Europe est en train de changer à ce niveau-là, drivé quelque part aussi un petit peu par nos institutions nationales et européennes, hein, avec les directions anti-fraude, comment ça s'intéresse à nos métiers. Donc bref, les bons marketeurs, mauvais coachs, ils vont se faire sortir tout doucement. Mais c'est pas évident, en fait, de trouver le juste milieu entre deux métiers qui demandent exactement les mêmes ressources, mais qui ont des intentions assez différentes. Et de savoir où tu mets le curseur sur à quel point je fais du marketing, à quel point je fais du coaching, à quel point je m'occupe de mon accompagnement, à quel point je dois gagner de l'argent. Et pour ça, il faut que le client, j'arrive à le convaincre. C'est un curseur, tu vois, c'est vraiment, il n'y a, pas Mm, mm. de, il y a, pas de, il y a pas blanc-noir, en fait. Il y a une infinité de gris au milieu, il faut trouver celui qui te convient. Et si tu ne trouves pas cet alignement, de toute façon, ça sent dans ta communication. Ouais, c'est clair. Je change un peu de sujet parce que c'est une question Mhm. qu'une cliente m'a posée. Elle me disait, et je voulais avoir ton avis là-dessus sur comment tu voyais les choses. Elle me disait que j'avais la capacité dans mes textes, d'amener sur des émotions ou des choses très difficiles. Et elle me dit tout en restant en vibration haute ou en vibration positive, c'est-à-dire sans plomber. Est-ce que, Mhm. déjà, avec ton point de vue de copywriter, c'est quoi qui donne cette impression-là? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau technique, au niveau... En fait, c'est quand tu racontes quelque chose de dur, mais que tu n'emmènes pas la personne avec toi dans cette émotion. C'est-à-dire que voici ce que j'ai vécu, regarde comme c'est dur. Si la personne a vécu quelque chose de similaire, ça fait déjà écho quelque part, hein. Ouais. Mais tu n'es pas obligé d'aller lui dire, toi aussi, tu as fait ça, il va se passer ça, il Mmh. va se passer ça, il va se passer ça, et l'enfoncer. Mmh. Juste, Du quand coup, tu c'est racontes ta ça. propre histoire, la personne, elle sait que ça parle d'elle. OK. Et derrière, quand tu lui montres tout de suite le rebond, par contre, et là, tu t'adresses à elle, si tu veux, elle n'a pas eu le temps de descendre trop bas avec toi dans ta propre histoire, mais elle remonte directement dans la sienne. C'est intéressant parce que tout à l'heure, tu parlais justement de ne pas utiliser l'émotionnel pour faire appuyer un peu sur la tête des gens. Mais du coup, c'est quelque chose comme ça au niveau de la technique qui peut être utilisé pour Ouais. justement rentrer dans l'émotionnel, mais aller sur quelque chose de plus positif. Mhm. Et moi, j'ai aucun problème à utiliser des biais cognitifs et des manipulations stylistiques, rhétoriques, etc., pour remonter la personne au niveau d'énergie, au niveau de conscience. Là, je suis complètement OK au niveau de ma boussole morale. Par contre, pour la foutre à la cave, hein, la personne elle est prostrée dans un coin en train de pleurer en se disant si je signe pas avec Jérémy, je vais mourir, ça, je suis pas OK. Par contre, qu'elle se sente invincible et qu'elle croit fort en elle et qu'elle soit capable de le faire, là, je suis OK d'utiliser tous les procédés pour l'amener dans cette place-là, parce qu'une fois qu'elle est dans cette place-là et cette énergie-là, qu'elle le fasse avec moi, qu'elle le fasse seule ou avec n'importe quel autre coach, je sais qu'elle peut y arriver. Mm. Et mon job, c'est de lui faire croire en elle à cette personne. Mais en fait, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, si je me prends comme exemple dans ma vie, les décisions que j'ai prises quand j'étais en énergie de merde, a priori, c'était une bonne décision de merde et qui m'amenait pas forcément au bon endroit. Les décisions que j'ai Tellement. prises quand j'étais à fond et que je croyais en moi, c'est des décisions qui m'ont portée, en fait. À chaque fois que je suis de super bonne humeur, dans une super énergie et que je suis en énergie haute, tu sais, j'ai des petites idées de savant fou qui sautillent partout et ça crée des trucs pas possibles. Mmh. À chaque fois que j'essaie de changer des choses quand je suis en énergie basse et que je suis pas bien et que je suis dans la peur, je casse plus de trucs que je fais. Je fais n'importe quoi. C'est ça. Et moi, c'était un peu mon fil directeur de cette année. Comment, comment péter des trucs et comment me déconnecter. Là, on parlait au départ de comment tu te déconnectes sur le chemin et qu'on a besoin Mhm. de se revenir à soi et de réaligner et tout ça. Donc, Là, on vient de passer 18 mois difficiles là-dessus, hein. ouais, On s'est tous retrouvés face à nous-mêmes, en fait, puisque c'est ça. il y avait plus de dehors pour oublier qu'on était là. Ouais. Et les business comme les humains ont dû se retrouver face à eux, face au plus pur et au plus beau et pas beau de ce qu'ils Mm. sont. Et quand tu te retrouves vraiment face à tes shadows comme ça, d'un coup, alors que tu n'étais pas prêt,
J'ai eu des périodes très hautes, extraordinaires. Mais sur les 18 derniers mois, j'ai aussi eu des périodes basses, bien basses, quoi. Ouais. Ouais, bah, je me reconnais totalement là-dedans. Et moi, je me suis rendu compte de schémas liés aux besoins de sécurité ou des choses comme ça, où limite, j'étais là, putain, mais meuf, t'es prête à faire n'importe quoi pour te sentir en sécurité, c'est pas possible. Donc, ouais, on a vécu, voilà, 18 mois difficiles. Mais du coup, C'était challengeant, ouais. ouais, pour revenir sur le fait que remonter, en fait, aider dans ta communication à ce que les personnes qui lisent, ça les mette en bonne énergie, donc en bonne vibration. En fait, on leur rend service aussi puisque c'est à partir de cet espace-là qu'on peut prendre les meilleures décisions pour nous. Mhm. Non, et puis se demander aussi pourquoi elles me lisent. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez moi et comment est-ce que je peux leur donner, en fait, tout simplement. C'est aussi pour ça qu'une newsletter qui ferait que vendre, les personnes se lassent très vite. Il y a les futurs clients et tous les autres, ils dégagent, tu vois. Mm. Donc dans ce cas-là, se demander, ok, mes trois sujets cœur, c'est ça. Il y en a un, c'est un sujet grand public, divertissement, des gens qui sont contents de lire. Il y en a un, c'est un sujet d'expertise où je viens de montrer que je suis compétent et je viens leur faire avoir des déclics sur la compétence en général que je transmets. Et il y en a un, c'est un sujet où je parle de mes clients et de mes expériences clients, qui est clairement là pour les faire signer. Mm. Et quand tu vois ça comme ça, en fait, déjà, tu as 2 tiers de tes contenus qui sont juste du divertissement et de l'apprentissage. Et c'est plus agréable, en fait. C'est clair. Du coup, est-ce que toi, tu conseilles de la stratégie parce qu'alors, je pense que tu as remarqué que moi, la stratégie, j'y suis toujours pas, ou encore pas très fort. Je travaille beaucoup, en tout cas, sur la communication de la newsletter. Je mets que ça, hein, pas sur la totalité de mon entreprise, oui, mais sur la newsletter, j'ai encore très peu de stratégie. C'est un peu, je me lève le matin et j'écris ce qui me vient. Comment est-ce que toi, est-ce qu'il y a des conseils pour les clients ou est-ce que faire un peu... Ça dépend de la facilité qu'ont les personnes en face de moi à écrire, à se projeter, à réfléchir à un plan un peu plus grand que 24 heures. Moi, perso, je me lève le matin, je ne sais pas encore ce que je vais écrire. Et j'écris sur 2 groupes, mon profil, LinkedIn, mail, des fois encore Instagram. Alors que le matin, je me suis levé, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Ouais. Du coup, Et j'imagine... ça me vient. C'est ça, j'imagine, tu es un peu comme moi. Je m'assois devant mon écran, moi, j'ouvre mon truc pour écrire et il y a une phrase qui vient et après, ça se déroule, en fait, Ouais, tout exactement. seul. Maintenant, il y a des personnes qui sont pas capables de faire ça. Encore, elles peuvent apprendre, mais au début, elles sont pas capables et c'est très angoissant de se retrouver face à sa page blanche avec je dois publier un contenu, mais je sais pas quoi, etc. Dans ce cas-là, je leur donne des structures en fait, où tu décomposes ta semaine en 5 ou en 7. Tu te dis, OK, je vais caler 2 mails où je suis là pour apporter un truc léger et que je me demande quel est le sujet léger que j'aime aborder et qui parle à mes clients. 2 mails où je vais apporter de l'expertise. Comment est-ce qu'on fait ça? 15 pensées qui m'ont aidé à ça, 3 façons de ça, peu importe. Et derrière, 2 mails, par exemple, où je parle de cas clients, où je parle de cas pratiques, où je parle de situations, etc. Et vraiment, je leur décompose. Je fais, voilà, tu fais des choses comme ça, voici la structure de ces mails-là, remplis, texte à trop, quoi. Et au début, c'est le petit trou de vélo, tu vois. Moi, aujourd'hui, tu me donnes ça, ça me paralyse. Moi, la plupart de mes clients, sans ça, ils n'arriveraient pas à écrire. Ouais. Je me souviens d'un conseil que tu m'avais donné à l'époque, qui était aussi de recopier des pages. Ouais, Un et peu ça, c'est le truc désagréable. le old school copywriting. Ouais, Mais ouais, c'est ouais. d'une puissance. Parce que Je l'ai sûrement pas fait assez souvent, mais c'est très puissant. Parce que tu intègres au niveau inconscient les structures du copywriting. Donc, recopier à la main, À la pas à main. l'ordi, hein, à la Ouais. main, des pages de vente, des emails de vente qui ont fait leur preuve, de gens qui sont connus pour être bons là-dedans, etc. En fait, ton cerveau, malgré toi, il va intégrer des structures. Et donc, derrière, tu vas pouvoir écrire sans réfléchir. Et quand tu te relis, tu te rends compte qu'il y a une structure de copywriting et que tu n'as pas fait exprès. Moi, aujourd'hui, je suis capable de faire une page de vente en 30 minutes. Ouais. Quand la plupart des copywriters français, ils mettent une semaine à le faire. Alors, il y en a certains sûrement qui sont meilleurs que moi, c'est pas la question, parce que forcément 30 minutes, voilà. Mais à force d'avoir fait ça, mais je n'ai recopié un paquet à la main. Moi, je me suis vraiment fait chier. Mais j'ai fait des pages de vente qui ont généré plus de 100 000 €. Je les ai écrits en 30 minutes, quoi. Ouais. Donc, il y a vraiment un intérêt. Ça demande un engagement, du coup, et de la discipline pour le faire, mais c'est vraiment un intérêt. On se rend pas compte, hein, mais juste un email à recopier à la main, c'est 30 minutes. Hein. Ouais. Alors, une page de vente, t'en as pour au moins 2 heures. Hein. C'est parce que vraiment, c'est relou. Hein. C'est ultra relou. Tu vas à reculons. Alors après, choisissez bien. Hein. Si vous nous écoutez et que vous faites ça, choisissez bien les pages de vente que vous recopiez, évidemment.
Ouais, ouais. Prenez pas celle du boucher d'à côté s'il a jamais rien vendu avec. Mais donc il y a vraiment enfin, ça c'est important d'aller choisir les bonnes pages, mais Mmh. ouais, il y a quelque chose qui se passe quand on fait ça, donc ça, je me souviens que c'était un Com super conseil. complètement et au début, on va avoir tendance à se dire: «Vas-y, j'en fais 250 en une semaine, comme ça on n'en parle plus». Non, ça sert à rien. Déjà, tu vas te dégoûter, tu le feras jamais. Vaut mieux 1 à 2 par semaine pendant 2 ans, Mmh, que, 50, en un mois et ensuite plus jamais. ouais. Et du coup, ça rebondit assez bien sur la deuxième chose que je voulais partager, moi, qui me reste beaucoup, puis que je transmets aujourd'hui régulièrement à des clientes quand il y en a besoin. C'est la fameuse régularité, en fait, sur le fait d'écrire. Et j'aime bien prendre cet exemple que tu avais donné, en tout cas, qui était si tu écris une newsletter par mois, elle a besoin de putain d'être exceptionnelle. Oui. Si tu écris tous les jours, même si tu fais de la merde un jour sur trois, Pas grave. ça passe. Et ça, Moi ça moi, je détend. trouve ça ouais. Moi, sérieusement, j'écris par semaine, toutes plateformes confondues, je dois écrire 30-35 contenus, tu vois? Il y en a 5 qui sont extra et qui sont dignes de rester. Il y en a 30, franchement, sur les 30, allez, il y en a 15-20, ils méritent de passer direct à la poubelle et les 15-20 autres, franchement, ils auraient mérité que j'y passe plus de temps, tu vois? Ouais. Mais je suis présent tous les jours dans la tête des gens. Mmh. C'est ça. Et ça, moi, voilà, je me souviens que ça avait détendu quelque chose. Je l'ai expérimenté. Moi, c'est pareil, hein, quand j'ai des clientes qui me disent: «Oui, mais tu écris beaucoup, machin». Je dis: «Mais tu crois qu'elles sont toutes bien, mes newsletters?» Je peux avoir une newsletter tout d'un coup qui va déclencher des dizaines de ventes. Et puis il y en a, franchement, même moi, quand je les relis, je fais: «Oh, celle-là, c'était vraiment pas Ça m'est déjà nécessaire». arrivé ça m'est déjà arrivé d'arriver devant l'ordi et de me dire: «OK, j'ai pas envie, ça me casse les couilles, j'ai aucune idée de» et je commence à écrire mot pour mot. «J'ai rien à vous dire aujourd'hui, j'ai pas envie, mais j'ai envie qu'on se parle. Alors Mmh. voici une idée que vous pouvez appliquer, point, signé Jérémy, au revoir». Ouais. Vraiment genre, le mec il a bâclé le travail, quoi. Mais Et en même temps, je suis sûre que de l'autre côté de l'écran, il y a des gens que ça va détendre, en fait, ouais, de lire ouais, ça. alors moi, ça m'a toujours surpris, mais c'est quand je montre publiquement mon moins bien que les gens ont plus de déclic. Parce qu'en fait, ils dédramatisent des choses, tu vois, tu as le Ouais. droit d'être fatigué, tu as le droit d'avoir rien à foutre, tu as le droit d'engueuler les gens, tu as le droit d'être vénère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de faire de la merde. Et moi, je répète toujours à mes clients, internet est un endroit merveilleux, les gens ils ont une mémoire de poisson rouge, tu fais un truc complètement à chier, tout le monde a oublié au bout de 24 heures. C'est vrai. Excellent. Même dans ta direction globale de communication. Mmh. Moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, j'ai failli assassiner tout un business comme ça. J'étais arrivé moi, émotionnellement, à un endroit où j'en avais marre des gens qui avaient des blocages émotionnels. J'avais besoin de bosser avec d'autres types de gens, en fait, et au lieu de tout simplement, donner, mes clients à quelqu'un qui pouvait mieux les aider que moi et moi m'occuper d'autres choses qui m'intéressaient plus, j'ai pété un plomb, j'ai commencé à faire que des conneries, des contenus de conneries, voilà, lapsus, très bien, c'est tout à fait ça. J'ai commencé à faire que des contenus en mode militaire, en mode de toute façon, si t'es pas capable de travailler 14 heures par jour et de te remettre en question, t'es une merde, tu seras jamais entrepreneur, tu n'y arriveras pas. Oh, je suis passé de combien on faisait à l'époque? Il y a 1 an et demi, on devait faire 20-30 000 par mois, un truc comme ça. Je suis passé de 20-30 000 à zéro pendant 3 mois. Zéro. Plus personne ne voulait travailler avec nous. Et un jour, je parle avec une cliente qui me dit: «Ouais, en même temps, vos contenus actuellement, ils font un peu peur, hein». Et là, déclic. Je fais: «Oh Mmh. putain». Mmh. Et j'ai redressé la barre et les ventes sont Voilà, remontées aussi sec, hein, mais faut se rendre compte que même quand on arrive à ce niveau de bêtise dans ta communication, en 3 mois, la barre t'est redressée. Internet oublie. ça, c'est génial. Et c'est comme des fois, j'ai des clientes qui me disent, «Oui, mais si j'écris ça, ça va pas être cohérent avec ce que j'ai écrit il y a 2 mois ou hier et tout», parce que tu Plus crois qu'il y personne a se souvient. et puis tu crois qu'il y a des gens qui ont lu tous tes contenus. En fait, tu es la seule à lire tous tes contenus. Il y a personne d'autre, même pas ma mère, elle peut suivre, hein. Donc tu es la seule personne qui lit et qui sait tout ce que tu as écrit et tout ce que tu as produit. Donc la cohérence ou le Et manque de cohérence que tu peux voir, tu es la seule. et puis il faut pas s'arrêter à ce que tu as écrit par le passé. Moi, en général, en moyenne, hein, il faut 1 à 3 mois pour que je ne sois plus d'accord avec ce que j'ai écrit. Mmh. Parce que, bah, je lis des trucs, j'apprends des trucs, j'expérimente des trucs, mon niveau de conscience, il bouge, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai pu dire en 2019-2020, je suis plus du tout d'accord, hein. Mmh. Et ça aussi, c'est génial de l'entendre. En tout cas, moi, je me souviens, on parle d'il y a 3-4 ans maintenant, un des blocages que j'avais à la
création de contenu écrit, c'était de me dire, mais si j'écris un truc, ça doit être genre la vérité vraie que je vais penser toute ma vie. Mais pas du tout. Heureusement pas, hein, ce serait terrifiant. C'est en général ce qui fait. Quand tu penses ça, tu as vachement de mal à écrire des trucs. Ça, si ce que le Jérémy de 2019 et 2020, il a écrit, c'est la vérité vraie, là, le Jérémy de 2021, il serait dans la merde. Donc voilà, ça je pense aussi, c'est important de l'entendre, que ça va vite. On est dans un monde qui va vite et du coup, autant en profiter pour évoluer avec et faire évoluer la communication avec. Ouais, et puis en dehors de ça, en fait, de réussir à distinguer dans ta communication, qu'est-ce que j'écris pour moi? Parce que j'ai envie, moi, de le partager. Qu'est-ce que je dis pour eux? Parce que ça va les aider. Qu'est-ce que je dis pour les faire bouger? C'est en fait, c'est comme si on se disait: «OK, à partir de demain, j'embauche un copywriter et je ne fais plus jamais mes contenus». Qu'est-ce qu'il devra écrire? Qu'est-ce qui est encore important dans ce cas-là? Là, on se rend compte que, bon, ça dramatise pas mal de choses. Moi, je vois des entrepreneurs, mais vraiment des gens qui sont même encore un ou 2 crans au-dessus de moi en termes de chiffre d'affaires, je les lis leurs mails, hein, parce que je suis curieux. Je sais que c'est pas eux qui les écrivent, puisque je sais qui les écrit. Oui, c'est clair. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce que tu as dit entre ce qui est pour moi, ce qui est pour eux, la question que je me pose, c'est, je sais pas si on peut le mettre en pourcentage ou pas, mais c'est où est-ce qu'on se place entre je fais les choses pour la personne qui lit et ce que moi j'ai envie de transmettre? Mmh. Qu'est-ce Alors, que tu peux nous donner là-dessus? idéalement et normalement, on s'en fout de ce que tu as envie de leur dire. La question, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Si tu es coach, si tu es entrepreneur, logiquement, je dis pas que je l'applique moi-même pas, mais logiquement, il y a ton avis, ton opinion, ce que toi tu as envie de raconter, on s'en tape. Et que tu fasses 0 par mois, 50 000 ou 3 millions par mois, ton avis, on s'en tape. La question, c'est qu'est-ce que tu peux dire qui peut aider les personnes en face de toi, qui peut les inspirer? Si toi, tu as envie de dire quelque chose, il faut à minima que ce soit inspirant, que ça amène un déclic, que ça explique une situation, que ça amène de la réflexion, que ça dédramatise un truc, etc. Un contenu qui n'amène strictement rien aux gens en face de toi, juste parce que toi, tu avais besoin de cracher ton truc, etc., et qui ne les aide pas là où ils sont, c'est un contenu inutile. Peut-être pas la peine de le publier dans ce cas. Ça prend de la place dans l'espace des gens pour rien, les gens vont se désabonner, etc. Maintenant, on sous-estime beaucoup le fait que des fois, en racontant juste ses propres trucs, ça va aider des gens à réfléchir. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est le conseil, je sais pas, Hemingway qui disait ça, c'est White Drunk, Edit Sober. Et en gros, quand tu as besoin de sortir un truc, sors-le sur papier ou sur ton ordi. Le lendemain, tu le relis, tu le restructures un peu pour qu'il ait un intérêt pour le lecteur et tu lui envoies. C'est Ça intéressant. permet de trouver un juste milieu entre ce que moi j'ai envie de dire et ce qu'il va pouvoir en tirer. Et je sais pas si ça fait partie des gens que tu as dans ta communauté, en tout cas chez moi oui, c'est des personnes qui vont se dire j'ai envie de dire plein de choses, mais je pense que ça va pas amener de la valeur, je suis pas sûre que ça soit inspirant. Du coup, il y a énormément de dévalorisation de ce qu'ils pourraient dire. Comment est-ce que c'est géré de ton côté, ça? Moi, je leur explique comment le ramener à leur sujet. Tu peux parler de absolument n'importe quoi, si tu arrives à faire un pont avec ton sujet de fond, ça a de la valeur. OK. Et de manière générale, en plus de ça, tes histoires personnelles, ce que tu traverses en bien comme en mal, en positif comme en négatif, etc., toute ton énergie, permet aux gens en face de toi de se connecter à l'humain que tu es. Si tu leur parles que de comment faire ça, il n'y a pas de connexion humaine. Il faut de tout en fait. Si tu veux, moi je publie des photos de moi en train de dormir, des photos de moi avec mon chien et ma copine, de moi en vacances à la montagne, à la plage, ou de moi avec de la tequila complètement bourrée. Et à côté de ça, je vais dire voici mon expérience de plus de 10 ans dans le marketing. Ensuite, je vais dire toi, dans ta situation précise, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça pour arriver là où tu veux. Et c'est le mélange de tout ça, de conscience, confiance, connaissance, expertise, relation, méthodo, etc., qui va créer une relation client. Tu tombé sur le mot exact qui est relation, que je trouve, du coup, c'est mon expertise, c'est vraiment la relation. Mais en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que c'est vraiment ça, c'est ce qu'on cherche à créer avec le contenu, c'est une relation à l'autre. Ouais. Donc on peut pas soit rester tout seul de son côté à faire que ce qu'on a envie avec des œillères et sans prendre en compte la personne en face. On peut pas non plus, se perdre totalement dans l'autre
comme on pourrait l'être dans la vie avec tout ce qu'on entend quand on est quelqu'un people pleaser ou vraiment on est comment dire, les personnes qui disent oui à tout et qui savent pas dire non et qui ont plus de connexion avec elles-mêmes. Complètement. Et moi, dans ces cas-là, alors moi, je l'ai sur des clients, mes clients, ils ont ça face à leurs clients, tu vois? Ils sont en people pleasing face à leurs clients et la question que je leur pose, c'est, si tu avais 100 000 € sur ton compte, là, tout de suite, comment tu réagirais à cette situation? Mmh. Et on peut se la poser dans la vie aussi, hein. Si tu étais pas dans une place où tu as peur d'être rejeté, où tu es en manque d'amour, où tu penses que tu es pas assez bien, où tu es en train de te dévaloriser, comment tu réagirais à cette demande de cette personne en face de toi dans ta vie personnelle? Mmh. Et on se rend compte, en fait, en faisant cette mécanique mentale que tiens, peut-être que je ferais pas ça si j'avais Mmh. pas peur que. Et, Totalement. après c'est le principe de vulnérabilité. C'est la définition de. C'est Brené Brown qui disait ça comme ça, qui disait être vulnérable, c'est accepter d'être pleinement soi dans l'incertitude de la réaction de l'autre. Et ça pareil, c'est du travail personnel, tu vois. Et ça aussi, dans la communication, dans l'écriture, bah, ça va prendre une part importante. Mmh. C'est moi, j'ai envie de dire ça comme ça. Je pense que ça va les aider comme ça, mais je sais pas comment ils vont réagir. Moi, je me suis déjà fait insulter, hein, dans des emails, encore il y a pas longtemps. Parce que j'ai mis un «et», «e», orthographié un peu comme je peux, moi, avec toutes les écritures inclusives et tous les trucs, tous les changements, je m'en sors plus. Et je me suis fait attaquer comme quoi j'étais transphobe, discriminant, tout ce que tu veux. OK. J'ai répondu très gentiment à la personne que soit elle pouvait me dire comment est-ce que j'aurais dû écrire ça selon elle, et que je serais très content de le prendre en compte pour la prochaine fois. Ou alors elle pouvait se dire que j'étais un grand méchant qui était contre elle et que le monde entier voulait la discriminer. Puis dans ce cas-là, qu'elle quittait ma newsletter et qu'elle me fout la paix, quoi. Mmh. Tu peux choisir comment tu interprètes le monde, hein. Moi, en l'occurrence, je ne sais pas comment j'étais censé écrire ce truc. Alors, soit tu m'expliques gentiment, calmement, et je ferai l'effort avec grand plaisir. Soit tu veux faire la bagarre et on va plus loin, hein, mais pas que ça fout. Ce n'est pas mon combat. Est-ce que tu veux prendre un peu de temps pour parler d'un de tes programmes? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais présenter? Parce que je crois que je t'avais demandé, mais coach intégral, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux De, dire par là? devenir un coach intégral, c'est même pas un de nos programmes, c'est un mouvement qu'on a créé. Donc, il y a un groupe Facebook avec des valeurs, un manifeste, des choses qu'on essaie de. C'est parti d'une pensée de le marché du coaching, il faut qu'il élève ses standards. Mmh. Aujourd'hui, il y a les marketeurs d'un côté, les coachs pauvres de l'autre, j'en ai marre, je veux que les deux ils se rejoignent. Et le mot qui réunit tout sur le coach intégral, c'est et. Mmh. Yin et yang. Spiritualité et argent. Moine bouddhiste chamanique dans sa forêt et Porsche Rolex. Famille et amis. Tu vois, t'es chill et travailler dur. C'est vraiment essayer de tout regrouper. Que ce soit dans l'humain, dans tout ce qu'il y a dans l'humain, regrouper les parts que t'aimes et les parts que t'aimes pas, la part d'ombre, et tout remettre comme ça au centre de l'humain parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut s'épanouir personnellement, spirituellement, financièrement, enfin, sur tous les domaines de vie. Et à partir de là, en fait, donc on a un groupe où on partage des choses autour de ce sujet-là, où on propose aussi nos programmes, nos produits, bien évidemment, et des prises de relation avec nous, des leads magnets gratuits, plein de trucs comme ça. Et d'ailleurs, nous, on a principalement 2 programmes. Aujourd'hui, c'est un petit produit pour les gens qui n'ont pas encore de clients et qui veulent savoir comment aller les chercher, le premier, Mmh. qui s'appelle la prépa des génies. Et on a un gros programme d'accompagnement sur 3 à 12 mois, qui s'appelle l'Académie des génies. Et là, c'est mettre en place le système marketing agréable, aligné, écologique pour toi. Mmh. Genre, nous, on a une boîte à outils de 10, 15 systèmes différents et on va venir choisir avec toi le bon pour toi. Et on leur apprend à le déployer, à rendre leur flux sexy. Et on est des marketeurs, hein. C'est essentiellement ça qu'on fait. J'ai pris, moi, dans mon équipe maintenant, j'ai un responsable du pôle coaching qui fait du déblocage, j'ai une coach mindset, j'ai une hypnothérapeute sur la relation à l'argent. Donc, on a toute une équipe de coachs, mais le fond de ce qu'on enseigne reste du marketing. Mmh. Donc, quelqu'un qui veut chercher comment améliorer son marketing, surtout à travers une stratégie de contenu et d'attirer des clients grâce au contenu, on est les bonnes personnes pour ça. Une personne qui veut faire autre chose, on n'est pas les bonnes personnes pour ça. Mmh. C'est intéressant de mettre du «et», enfin moi ça fait je suis dans le même on va dire le même mood que vous, de mettre du «et» plutôt que de séparer les choses. Et au niveau du marketing, je trouve qu'il y a eu, on est en train de mettre du «et», on est passé par quelque chose de très masculin, passer à l'action, utiliser des stratégies et faire des choses très, comme il faut les faire. Ouais.
Et en réaction à ça, il y a eu toute une vague qui existe encore et je sais que j'y suis passée, donc il y a pas de jugement, mais il y a une vague mettre de l'intuition, être dans le flow Mhm. et faire autrement. Mais en fin de compte, c'est pas non plus que ça. Je veux dire, Faut on les a besoin des deux. 2. Tu que l'un ou que Exactement. l'autre et je veux dire, on peut aller à fond dans son énergie féminine, ça peut fonctionner. On va à un moment donné, comme on sera arrivé dans un extrême, on aura quand même un problème. Moi, ce que j'ai remarqué, tu as ceux qui sont à fond dans le yang et dans le faire, 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 faire. De toute façon, à un moment, ils opèrent la plupart du temps d'une place de peur, d'une place de manque, d'une place de désir, et comment traduire greed, cupidité, Ouais. de choses comme ça. Et de toute façon, ça marche au début, mais à un moment, ça pète. Mmh. Et à côté de ça, il y a des personnes qui sont beaucoup trop dans le yin, elles passent pas à l'action. Et alors, les quelques têtes d'affiche du marché francophone qui sont à fond dans le yin et qui ont des résultats, c'est parce qu'elles oublient juste complètement de te dire qu'elles ont eu un coach marketing pendant 10 ans, C'est qu'elles ont ça. un copywriter qui travaille pour elles, qu'elles ont des tunnels de vente et qu'elles étaient elles-mêmes coach business avant ces personnes-là. Voilà. Donc, elles sont yin en apparence, hein, elles Mmh. t'expliquent que c'est les cristaux magiques qui vont faire gagner de l'argent, mais elles te disent pas qu'elles ont pub, tunnel, webinaire, appel, closer, machin, etc. Mmh. Je trouve ça un peu malhonnête, ça me gonfle. Mmh. Et des personnes qui seraient que yin et qui nieraient qu'il y a une part de yang dans leur activité, ça marche pas en fait. Non, ça marche pas. Moi, Donc, je m'en suis rendu compte avec des personnes qui venaient vraiment en me disant: «Je suis trop dans l'action, je vais être dans le yin», mais du coup qui avaient un petit peu ce fantasme de dire: «Bah, je vais arrêter les actions». Ben, non, en fait. jamais. Moi, j'ai essayé, hein, Mais chanter Kumbaya sur mon canapé sans jamais poster quelque chose. ouais. Ça marche pas. Mais avec plus de yin, tu peux faire moins d'actions qui sont plus dans une place d'inspiration, de Mmh, manifestation, et des actions qui ont plus de résonance. complètement. Alors que l'excès de yang va faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce qu'il est dans le faire pour combler quelque chose qui manque. Mmh. Mais Euh, les 2 vont enfin, moi, j'ai l'impression que les 2 peuvent mener à l'épuisement, en fin de compte. ouais, Les 2 bien extrêmes vont mener bien à sûr. l'épuisement, de toute façon. Ah, bien sûr. Quand ça fait 6 mois que tu es en train de manifester sur ton canapé et qu'il s'est toujours rien passé, au bout d'un moment, tu es fatigué, hein. C'est ça. Et l'inverse Et aussi. mais voilà, donc dans tous les cas, parce qu'il y a un peu cette illusion de se dire que si je suis trop dans le yin, c'est pas trop grave parce que de toute façon, je vais pas me faire du mal. Pas de Il résultat. y a pas de résultat et il y a les personnes qui et moi ça, j'y suis passée, c'est-à-dire d'être beaucoup dans l'inspiration et de créer, 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 créer parce qu'en fin de compte, si tu fais inspiration et que tu crées à chaque fois que tu as quelque chose à créer, ça peut devenir super épuisant aussi. Et Bien sûr. pourtant, ça part pas de l'action pour faire de l'action, mais ça peut devenir fatigant. Donc, il y a vraiment cet équilibre à trouver Pour moi, c'est vraiment l'équilibre des deux. mmh, Et alors, au début, quand tu es seul dans ton entreprise, c'est d'autant plus critique de l'équilibrer à l'intérieur de toi. Moi, aujourd'hui, j'ai une équipe, donc quand il y a un déséquilibre en moi, c'est pas grave, il est compensé par d'autres personnes de l'équipe, mmh, tu vois. Mais au début, tu es obligé d'équilibrer puisque tu as le rôle de chef d'orchestre de l'entreprise, c'est toi qui fais tout. mmh, Et donc, il faut un équilibre. Et effectivement, il faut arrêter d'opposer les deux. Et j'ai un copain, Anthony Morvan, qui me répète toute la journée, celui qui m'a plus dit cette phrase, c'est pas où, c'est et. et c'est ça. Et à chaque fois que je lui pose une question, je fais Anthony, tu crois que je devrais faire ça ou ça, des questions de sport surtout, tu vois. Il me répond oui. Ok, j'ai compris. Et c'est devenu un gimmick, un Mmh, running gag, tu vois, c'est pas où, c'est et. et mmh, Et effectivement, ça s'applique à tout. mmh À mh, chaque fois que tu as un doute, tu te dis est-ce que je dois faire ça ou ça? Oui. Oui, il faut faire les deux. excellent. Est-ce qu'il y a quelque chose, comment est-ce que tu voudrais finir cette interview, ce message, sachant que ça va être des coachs, conscients qui nous regardent, qui viennent de ton audience ou de la mienne? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Est-ce qu'il faut leur dire un truc Que intelligent? non, 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 j'essaie de voir comment on peut justement coupler la notion de conscience et d'énergie avec le marketing. Et Ouais. effectivement, c'est de comprendre que le marketing, c'est un cycle énergétique en fait. Mmh. C'est j'injecte de l'énergie dans une boucle à travers un canal de découverte. Je nourris cette énergie avec du nurturing. Je passe à la phase de vente et cette énergie me revient sous forme d'argent en fait. Mmh. J'ai injecté du temps et de l'énergie, ça me revient sous forme d'argent. Et si ce cycle énergétique, il fuit de quelque part, en fait, il me revient rien. Ou alors je dois m'épuiser à en remettre toujours plus dedans. Mmh. Et quand on comprend ça, et qu'on arrive à le sécuriser un peu, ce cycle, en fait, on se rend compte qu'on arrive à trouver la juste part d'énergie et de temps à mettre dans le cycle énergétique du marketing qui revient sous forme d'argent.
Yes, génial, merci beaucoup. Merci Jérémy. Avec plaisir. Moi, j'étais content d'être là.